Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, pour ceux qui sont là physiquement et pour ceux qui sont là à distance. Merci pour les intervenants. J'ai en souvenir que le dernier petit déjeuner que j'ai animé, c'était en février 2020. Et le matin, François Crémieux m'avait envoyé un SMS pour me dire « Je suis convoqué chez le préfet de Paris pour gérer la crise de la Covid-19 ». On ne savait pas ce qui allait se passer par la suite, mais voilà, en tout cas, on est là aujourd'hui. Je vais commencer par présenter les intervenants. Donc, tout d'abord, Séverine Salgado. Donc, bonjour, bienvenue. Donc, Séverine assure les fonctions de directrice générale de la Mutualité française, et ce depuis le 1er juillet 2021. Elle a été directrice déléguée, directrice santé à la Fédération nationale de la Mutualité française depuis 2017. Et elle a auparavant exercé différentes responsabilités au sein de l'administration de l'État, en particulier au ministère chargé des Affaires sociales et de la Santé. Ancienne élève de l'École nationale d'administration, Séverine est titulaire d'un DESS Banque et Finances européennes de l'Université des sciences sociales de Toulouse et diplômée de l'IEP de Toulouse. Honneur aux dames, donc Stéphanie de Koopman est depuis le 1er septembre 2021 directrice générale adjointe de la PHP. Stéphanie était depuis décembre 2020 directrice de la recherche clinique et de l'innovation à la PHP, dont elle continuera à assurer la direction jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur. Auparavant, elle a été chef de service adjointe à la direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé et des Solidarités, où elle y avait notamment supervisé différents sujets relatifs au pilotage de la recherche. Elle est diplômée de l'IEP de Lille et de l'EHESP et elle a réalisé une part importante de sa carrière hospitalière au sein de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, à la fois au siège et puis en direction d'établissement. Enfin, Aurélien Rousseau. Donc Aurélien est historien de formation, membre du Conseil d'État. Il a été nommé notamment directeur adjoint du cabinet et conseiller social du Premier ministre de 2015 à 2017. À l'été 2018, sans savoir ce qui allait se passer, il a été nommé directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Dans ce poste, pendant 3 ans, il a fait face à plusieurs situations de crise, et en particulier pour gérer la pandémie de la Covid-19. Il est, depuis l'été 2021, professeur associé à l'École des hautes études en sciences sociales, où il dirige un séminaire sur la transformation de l'État. Donc à nouveau, merci d'être là. Je vais juste dire quelques mots d'introduction sur le sujet. Alors, le système de santé représente un poids considérable dans l'économie française. Alors, je parle d'économie puisqu'on est dans une chaire qui s'occupe, entre autres, beaucoup de régulation économique. Et donc, ça représente 12,4% du PIB, avec un montant de la dépense courante de santé qui pèse 284,6 milliards d'euros en 2020, pour être précis. En augmentation de 4,6% par rapport à 2019. Alors ce taux est assez exceptionnel puisqu'il y a évidemment l'impact des dépenses spécifiques liées à la gestion de la crise de la Covid-19. Alors c'est un secteur dont l'organisation est d'une très grande complexité, que l'on peut illustrer avec quelques chiffres. 3 000 hôpitaux et cliniques répartis entre 3 statuts, 8 000 EHPAD, 290 000 médecins libéraux, 600 000 infirmières libérales, 439 entités qui exercent une activité de complémentaire santé en France. Donc ça c'est pour la partie financement. Et donc on voit que cette gouvernance du système de santé, pris dans sa globalité, elle implique une multiplicité d'acteurs, tant au niveau national qu'au niveau régional et territorial. Et donc pour un peu structurer la discussion, on a considéré qu'on avait à la fois une gouvernance transversale, donc, qui pose la question de l'articulation entre les différentes composantes du système de santé, l'offre de soins, les financeurs publics et privés, les industriels, les représentants des patients et les prestataires de services, de plus en plus nombreux avec le digital. Et au plan vertical, évidemment, l'alignement entre le niveau national, le niveau régional, le niveau territorial. Alors cette gouvernance, elle est régulièrement critiquée. On entend toujours qu'elle est trop cloisonnée, trop centralisée, trop coûteuse par rapport aux résultats de la performance globale du système de santé, si on prend le nombre de points du PIB ramené à l'état de santé de la population et où la France a régressé. En 2003, le système de santé français était classé premier au niveau mondial par l'OMS. Depuis, on navigue entre la 18e et la 21e position. Elle est considérée comme pas assez agile pour favoriser son adaptation aux grands changements, la chronicité, le vieillissement, la médecine de parcours, les innovations thérapeutiques et digitales. Dans le même temps, cette gouvernance fait l'objet de réformes qui sont régulièrement engagées.
Il y a eu la mise en place des agences régionales de santé, les groupements hospitaliers de territoire, l'article 51 qui vise à décloisonner. Et aujourd'hui même, l'articulation entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes d'assurance complémentaires est en plein examen par le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Et donc nous proposons d'aborder en fait le sujet à travers les questions suivantes. D'une part, quels sont les constats et quelles forces et faiblesses dans la gouvernance du système de santé? Quels objectifs concrets pourrait-on se fixer si on envisageait d'améliorer cette gouvernance, qui est un chantier sans cesse sur la table et renouvelé? Comment est-ce qu'elle devrait évoluer, que ce soit au plan horizontal ou au plan vertical? Et quels seraient les moteurs et les leviers de cette évolution? Bien sûr, c'est des questions indicatives, et on peut en imaginer bien d'autres. Voilà, et je vais tout de suite passer la parole à Séverine. Bonjour à tous, merci, merci à Dauphine pour ce petit déjeuner consacré donc à la gouvernance de notre système de santé. Alors dans l'introduction, il y a déjà pas mal de sujets qui ont été abordés et sur lesquels on va tous réagir parce qu'en effet, je pense que les problématiques, elles sont là. On a un système aujourd'hui, mais moi ça fait presque 15 ans que je suis dans le secteur et ça fait presque 15 ans que j'entends dire que le système est cloisonné, que le système est hospitalo-centré. Ça aussi, c'est un terme qu'on entend souvent. Qu'on a effectivement, on a tout un tas de dysfonctionnements, on va dire, dans l'organisation du système de santé qui fait que bien qu'on y consacre un montant de dépenses qui est important et qui nous classe parmi les pays qui consacrent le montant l'un des plus élevés du PIB au monde, eh bien, nous avons des performances qui sont pas à la hauteur. Donc effectivement, il y a des gisements d'efficience à rechercher dans la gouvernance de notre système de santé et dans les modalités à la fois d'organisation du système et de financement du système. Alors, dans l'introduction, sauf erreur, on n'a pas parlé de la prévention. La prévention, là aussi, je vais enfoncer une porte ouverte parce que c'est une formule qu'on entend plus que régulièrement. La prévention, c'est le parent pauvre de notre système de santé, alors même que la prévention, c'est systématiquement le sujet qu'on va mettre au cœur de toutes les stratégies nationales de santé de tous les gouvernements successifs. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Effectivement, notre système, il est quand même très organisé, notamment en matière de financement et de pilotage du système. Il est très organisé autour du soin, du traitement et assez peu autour de la prévention. On consacre un montant de dépenses de prévention institutionnelle bien inférieur à celui que l'on peut observer dans les États avec lesquels on peut se comparer. Et donc, on a tout organisé autour du soin. Pourtant, la prévention, la prévention, on a des exemples, des illustrations parfois ponctuelles qui démontrent que lorsque une action de prévention est bien menée, elle est efficace, elle est probante. On a des exemples très, très précis. MT-DAN, par exemple, qui est un programme qui aujourd'hui, qui est déployé par l'assurance maladie depuis de nombreuses années auprès des enfants, avec des rendez-vous réguliers chez son dentiste et la prise en charge de toutes les dépenses et tous les traitements qui sont consécutifs à ces rendez-vous chez le dentiste. Eh bien, on a un indice carieux chez les enfants qui est en baisse continue depuis plusieurs années. Un autre exemple dont on a beaucoup parlé cette année, c'est les soins de psychologues, les consultations de psychologues. On sait que pour des troubles légers à modérés, il est bien plus intéressant d'aller voir son psychologue le plus tôt possible avant que la maladie mentale ne s'installe et ne s'enquiste. Et 1 euro dépensé dans une séance de psychologue, ça peut éviter ensuite 2 euros de dépenses en médicaments, en hospitalisation ensuite. Donc voilà, on est tous gagnants à mettre plus l'accent sur la prévention. Et clairement, là, il y a un gisement d'efficience qui est très élevé. Le problème de la prévention, on l'a longtemps dit, c'est ce fameux modèle économique de la prévention. C'est très très compliqué de savoir si de suivre une action de prévention. L'état de santé, les déterminants de l'état de santé sont multifactoriels et c'est compliqué de voir si une action de prévention aura eu
un impact sur l'état de santé général d'une personne. Aujourd'hui, je pense que cet écueil, il va être de moins en moins acceptable. On a aujourd'hui des données de santé. On a un Health Data Hub qui s'est mis en place, qui a l'ambition de pouvoir apparier les données de l'assurance maladie, le fameux SNIRAM, avec tout un tas de données médico-administratives, des données de l'INSEE. On peut vraiment faire des choses très intéressantes. Il a aussi l'ambition de les apparier avec les données des organismes complémentaires d'assurance maladie. Donc on aura la chaîne de remboursement et le parcours de santé de l'ensemble du parcours de santé des patients. Et je pense qu'on peut vraiment faire des choses beaucoup plus rapidement pour suivre et pour évaluer l'impact des dépenses de prévention. Après, sur la partie purement organisation des soins, j'ai dit tout à l'heure que, voilà, c'est, comme vous l'avez dit avant moi, c'est cloisonné, c'est hospitalo-centré. Les ARS, lorsqu'elles ont été créées, l'une de leurs missions principales, c'était justement sur un territoire, sur la région, d'avoir une vision globale de l'ensemble du champ sanitaire, social et médico-social. Bon, voilà, clairement, il semblerait que les ARS, voilà, elles sont encore jeunes, finalement, dans le paysage. Il semblerait que les ARS, et elles ce ne sont pas elles qui sont nécessairement fautives, ça vient aussi de l'organisation notamment du premier recours qui aujourd'hui n'est pas organisé en fait, moi, à mon sens. Voilà, cet objectif n'est pas encore clairement atteint et pour autant ma santé 2022, donc le grand plan qui avait été lancé par la ministre de la Santé Agnès Buzyn à son arrivée, porte de très grandes ambitions que, en tout cas, moi, j'endosse complètement. Des ambitions qui visent à réorganiser le premier recours, à le structurer pour soulager l'hôpital notamment. Et je pense que ça, c'est un objectif qui est absolument nécessaire aujourd'hui. Beaucoup de choses se font sur le terrain. On a un nombre, notamment par le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles qui se créent est en constante augmentation. Aujourd'hui, je crois qu'on est à presque 2000 MSP qui se sont créés et particulièrement sur les 2-3 dernières années. Donc ça, c'est pour moi un signal positif très fort parce que j'ai le sentiment que le premier recours ne se réorganisera qu'autour de l'exercice dit regroupé des professionnels de santé, coordonnés autour de maisons de santé, de centres de santé, peu importe finalement le mode d'exercice, qu'il soit libéral, qu'il soit salarié, qu'il soit mixte. En tout cas, il faut que l'ensemble du territoire soit couvert par des structures d'exercice regroupées. Mais là, on a des leviers qu'il faut activer et qui sont des prérequis indispensables. Le partage de compétences entre professionnels de santé, c'est l'élément majeur pour optimiser les ressources médicales et paramédicales de notre pays. Le partage de l'information médicale aussi entre les professionnels de santé. Là aussi, on a longtemps parlé du dossier médical partagé qui ne décollait pas. L'espace numérique de santé, lui, et d'école aujourd'hui. Donc on a vraiment des évolutions très fortes sur les 2 dernières années. Il faut aussi pouvoir organiser, lorsqu'on parle de l'exercice regroupé, un autre prérequis, c'est les délégations de compétences, je l'ai dit. Et pour moi, je pense que la notion de parcours de soins coordonnés, qui date maintenant, qui date de 2004, elle est encore d'actualité. Il faut absolument le maintenir, mais par contre, c'est peut-être la notion de médecin traitant qui aujourd'hui est le point d'entrée dans le parcours de soins coordonnés, qui est peut-être à réinterroger. Et peut-être que plutôt que la notion de médecin traitant, c'est la notion d'équipe de soins traitantes qu'il faudrait qu'on avance et à laquelle il faudrait qu'on réfléchisse. Je ne suis pas sûre que les professionnels, en tout cas les médecins seraient d'accord pour l'heure, mais je crois que c'est vraiment une idée qu'on devrait développer. Les CPTS aussi, ça c'était une grande ambition de ma santé 2022, 1000 CPTS à l'horizon 2022. On n'y est pas. Je crois qu'il y a quelque chose comme 20% de la population qui est couverte par une CPTS, mais la CPTS, vous savez, c'est une structure qui vise à coordonner à l'échelon territorial l'ensemble des acteurs de santé.
Il y a un défaut originel au CPTS, me semble-t-il, c'est que toutes les négociations se sont faites avec l'assurance maladie et avec des syndicats de professionnels de santé libéraux. Donc on oublie dans les CPTS les autres acteurs, notamment les acteurs privés non lucratifs, associatifs ou mutualistes. Donc on se prive d'une ressource sur le territoire dans les CPTS. C'est une structure qui est essentiellement libérale aujourd'hui. Bon, après, il y a des territoires où ça se passe très bien, mais il y a des territoires où on ne coordonne pas l'ensemble des acteurs. Et puis surtout, ce n'est pas une structure de soins, en fait. C'est vraiment une structure de coordination. Et moi, j'ai la conviction que lorsque l'ensemble du territoire sera couvert par des maisons de santé pluriprofessionnelles, cette fonction de coordination, elle pourra absolument être internalisée dans la maison de santé pluriprofessionnelle plutôt qu'être externalisée au sein d'une CPTS. Puis, pardon, je suis déjà un peu longue, mais sur la partie financement, bon, on va certainement parler de l'ONDAM, de la régulation de l'ONDAM. Moi, je voudrais dire quand même peut-être quelques mots de ce dont on parle beaucoup, non pas tant le financement du système, mais la solvabilisation des dépenses par l'assurance maladie et les mutuelles. Alors la question est assez simple aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on veut un payeur unique ou est-ce qu'on veut deux payeurs? Voilà, je le dis simplement. Alors le payeur unique, oui, ça obéit à une forme ça obéit à une rationalité économique, clairement. Si on regarde les choses juste d'un premier abord, un payeur unique, c'est moins de frais de gestion, c'est plus efficace. Mais sur quel panier de soins? Si on a un payeur unique, c'est-à-dire la sécurité sociale, compte tenu des ressources de la sécurité sociale, compte tenu, elle était enfin parvenue à un quasi-équilibre avant la crise. Aujourd'hui, on a un déficit structurel de l'ordre de 15 milliards d'euros. Donc, compte tenu du déficit de la sécurité sociale, ce sera un panier de soins qui risque d'être limité et surtout un panier de soins qui ne sera pas évolutif et qui n'évoluera pas en fonction des besoins de soins de la population. Donc mécaniquement, ça veut dire recréer à côté une assurance privée qui sera plus injuste que celle qu'elle n'est aujourd'hui puisqu'elle ne sera plus régulée. Ou alors, est-ce qu'on veut deux payeurs ? Aujourd'hui, on a les frais de gouvernance du système qui sont parmi les plus élevés au monde. On est deuxième après les États-Unis. Mais on a aussi un système qui permet de concilier un haut degré de solidarité, c'est la sécurité sociale, et un degré de liberté et d'évolutivité, un degré d'innovation qui est apporté par ses concurrents, on va dire, que sont les organismes complémentaires. Donc voilà, après, toute la question, elle est quel modèle social on recherche, parce que là, en fait, tout ce que je viens de dire, là, c'est issu d'un compromis historique, compromis 1945. Bon, il est temps de le réinterroger, en fait. Je pense que la question, elle est légitime. Il faut qu'on se la pose. On est en 2021, au secours. Il était temps qu'on se repose la question. Mais la vraie question, elle est quel modèle social on recherche, quelle couverture, de quels risques sociaux on a besoin, quel niveau de socialisation de ce risque. On a la prévoyance, la perte d'autonomie, on a des risques nouveaux qui apparaissent avec la crise climatique. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment la vraie question qu'on doit se poser et ce n'est pas un rapport du HCAM qui réglera la question. Je pense que c'est vraiment une réflexion beaucoup plus globale qui doit impliquer toutes les parties prenantes et par exemple dans le cadre d'états généraux de la protection sociale. Merci. Aurélien. Merci beaucoup. Pardon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans votre introduction, Karim, et par toi, Séverine. Donc, du coup, dans ces cas-là, il faut en revenir aux bons vieux fondamentaux, un plan en 3 parties. Le vieux, la crise, le neuf. Voilà, c'est plus simple. Et dans le vieux, je réinterrogerai quand même un instant, parce qu'en fait, votre introduction, en fait, en France, on pourrait la faire à peu près sur tout. C'est-à-dire une grande complexité, beaucoup d'acteurs, etc. Oui, c'est sûr, mais regardons aussi... Moi, j'ai beaucoup vécu pendant la crise les critiques adressées à la gouvernance du système de santé en disant on ne comprend pas pourquoi sur ça c'est la HAS, sur ça c'est la NSM qui va valider des tests ou qui va valider des protocoles. Pourquoi vous, directeur général d'ARS,
ou pourquoi un établissement de santé comme la PHP ne prend pas ses responsabilités et son risque. C'est à la fois hyper sympathique comme idée, et en même temps, il faut 2 secondes quand même regarder d'où on vient. Et il n'y a pas une de ces institutions qui ne naît pas, je pense notamment dans le champ de la sécurité sanitaire, d'une histoire des années 80 et 90, de crise sanitaire, de scandale sanitaire, où on crée des institutions qui vont être sur mesure en garantissant leur impartialité, leur indépendance, leur autonomie complète. Et donc aujourd'hui, a posteriori, et quand même le péché d'anachronisme, vous avez dit, j'étais prof d'histoire, donc pour moi c'est vraiment la chose la plus horrible au monde. Le péché d'anachronisme vient assez rapidement. Et donc, oui, la HAS, Stéphanie, quand elle était à la DGOS, ou moi, on tambourinait des soirs entiers en disant quand est-ce qu'on va avoir leur avis ? Mais en même temps, ils étaient plus compétents que nous pour cela. Donc cette complexité, non, ce n'est pas du tout pour la nier, elle est complexe, mais par ailleurs, ça n'est pas comme si la question et les questions dont on parle, les parcours, les systèmes d'information qui permettent les parcours, etc., ils n'étaient pas complexes. À partir de là, pour moi, il y a 2 sujets. Je ne crois pas au fantasme très français du jardin à la française. Je ne crois pas que par un coup de baguette magique, on va remplacer tout ça. Mais par contre, il y a 2 impératifs majeurs. Le premier, c'est que cette complexité, elle ne soit pas à la fin retournée vers l'usager, c'est-à-dire que ce soit à lui de se retrouver dans ce millefeuille ou dans ce maquis, mais on pourrait dire la même chose pour l'organisation des collectivités territoriales, par exemple. Et le deuxième sujet, pour faire de la pseudo-médecine, c'est que dans un système complexe, du coup, ce qui compte, c'est de vérifier que les synapses fonctionnent. Et je pense que la fonction des autorités sanitaires, qu'elles soient régulatrices ou de tutelle, quel que soit le mot que l'on retienne, c'est, et je vais y revenir, de s'assurer du fonctionnement des synapses. Dites autrement, c'est de s'assurer que tous les acteurs sont bien embarqués et jouent leur rôle dans toutes les situations dans lesquelles on se trouve, et notamment dans les crises. Deuxième élément sur cette interrogation des termes de la question, pour faire un peu, pardon d'être un peu bas de plafond, mais vous l'avez dit, Karim, des dépenses de santé extrêmement importantes, etc. Je vais dire un truc totalement hétérodoxe, et j'ai conscience que je pourrais être pendu en place de grève pour ça. En fait, le législateur, chaque année, il vote un objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il s'est doté en 2009-2010 d'outils, en complément évidemment du ministère et de l'assurance maladie, pour réguler ces dépenses. Ça s'appelle les agences régionales de santé. Est-ce que l'ONDAM hospitalier a été tenu depuis ? Mis à part, évidemment, la crise sanitaire. La réponse est oui. La réponse est, est-ce que la mission d'efficience qui était confiée aux ARS par le législateur, elle a été tenue ? Oui. Est-ce que on était, avant même la crise, arrivé au bout de cette logique de régulation voilà. La réponse est oui aussi. Mais c'était comment dirais-je, la crise nous met sur ce sujet comme sur d'autres. Mais même avant la crise, quand la crise n'arrive pas comme une tempête dans un ciel calme, on avait des conflits qu'on essayait d'éteindre partout et on se prend une claque dans la figure de plus. Alors aujourd'hui, il est, je trouve, un peu facile de dire, les ARS notamment, qui étaient l'outil mis en place pour, je suis confus de dire, moi, dans mon évaluation annuelle, pour toucher ma part variable, maîtrise de la dépense de santé. C'était le seul truc sur lequel ma part variable était à 100%. Parce que cette mission-là, qui encore une fois est une mission qui est fixée par le législateur, ce n'est pas des technocrates fous qui se retrouvent dans un bâtiment et qui décident de serrer la vis de l'hôpital. C'était, voilà, et beaucoup plus difficile, mais ça fait écho à ce que Séverine disait à l'instant, beaucoup plus difficile de réguler la dépense de ville. Mais en effet, on était arrivé en fin 2017, voilà, à un quasi-équilibre de la sécurité sociale. Et sans doute,
et je le dis d'autant plus tranquillement que j'étais, vous l'avez rappelé, DIRCAB adjoint du Premier ministre, et que ce sont des arbitrages des derniers mètres qui ont fait qu'on n'était pas à l'équilibre, puisque l'État n'a pas compensé l'intégralité des dépenses d'assurance maladie. On aurait été à l'équilibre de la sécurité sociale, donc un assureur qui se trouvait être à l'équilibre. Donc ça, c'est d'une certaine manière, je trouve que sur les fondamentaux, il faut de temps en temps se réinterroger sur ça. Deux autres petits points dans ce vieux. Est-ce que l'intuition initiale, je ne suis pas là pour faire défense et illustration des ARS, mais un peu quand même, est-ce que l'intuition initiale était la bonne? Je rappelle, pareil, hein, les ARS, c'est 9 structures qui sont regroupées en une. Normalement, on devrait tous dire ah, ben c'est beau, hein, c'est de la simplification, 9 structures en une, sous la même direction générale, avec des pouvoirs du directeur général qui me semblent par ailleurs à moi personnellement exorbitants par rapport à ce qu'ils devraient être et à ce qu'ils sont dans la plupart des autres administrations. Cette approche globale, mais Séverine l'évoquait de manière un peu théorique, c'est-à-dire le médico-social, la prévention, la prise en charge des personnes âgées, handicapées. Moi, je vais vous dire un truc tout con, hein, et Stéphanie peut en témoigner. Quand, fin mars 2020, on arrive au pic en Île-de-France, le 30 mars, le 1er avril, dans cette semaine terrible-là, on passe à quelques unités près en termes de lits de réanimation. C'est le moment où flambe l'épidémie dans les EHPAD. Il faut donc qu'on envoie des équipes de ce qu'on appelle les filières gériatriques, des hôpitaux, en appui aux EHPAD. Mais si il se trouve, c'est comme ça, si l'ARS n'exerçait pas simultanément les deux tutelles, le mouvement ne se serait pas fait. Voilà, donc, parce qu'il y a quand même un truc, alors je le dis ici avec, juste par amusement, mais en fait, vous pourrez chercher, même avec une lumière bleue, vous ne trouverez pas la main invisible dans cette crise. Il n'y a pas d'un côté les initiatives locales, l'héroïsme des soignants et la folie des bureaucrates. Ce qui a été beau, par ailleurs, dans cette crise, et quand on est à l'hôpital, ceux qui sont à l'hôpital l'ont vécu, c'est qu'à un moment, les barrières sont tombées, avec le même objectif. Voilà. Mais monter des lits de réanimation, par exemple, passer en Île-de-France de 1160 lits de réanimation en temps normal à presque 3000 au pic de l'épidémie, c'est pas un truc qui se fait, voilà, encore une fois, par la main invisible. Ce jour-là, ces nuits-là, on s'en rappelle tous, on était allé chercher des respirateurs à tel endroit pour les transporter en tel autre. On était le mardi, alors est-ce qu'on était le 1er avril ou le 31 mars, je ne sais plus. Le mardi, on sait qu'on n'a plus de lit. On n'a plus de lit de réanimation en Île-de-France. Eh bien, on décide d'aller chercher les renforts. On a monté quelques jours avant une application qui s'appelle Renfort Covid, qu'on a montée de toutes pièces, qui n'existait pas, qui n'est même pas dans nos compétences, qui va apparier 28 000 personnes qui vont venir en renfort. Cette application, accessoirement, elle a été montée parce que j'ai demandé à des... Il se trouve que c'est des copains qui avaient une boîte qui faisait une start-up. Je leur ai dit, est-ce que vous savez faire ça? Ils m'ont dit, bon, on est tous en télétravail, laisse-nous 2 heures. 2 heures après, ils m'appellent, on peut le faire, mais il y a 2 conditions. La première, vous nous fixez vos règles très précises, votre cahier des charges, et vous n'y touchez plus. Et la deuxième, c'est que je veux 2 mecs qui s'y connaissent en intelligence artificielle qui vont être nos interlocuteurs. Donc j'appelle un copain qui était au cabinet à Matignon avec moi, je lui ai dit, trouve-moi 2 polytechniciens. Ils arrivent 3 heures après. Ils arrivent 3 heures après, mes 2 polytechniciens, je leur explique, et ils vont être les interlocuteurs. Et en 4 jours, on sort Renfort Covid, qui va faire 28 000 appariements automatiques. Alors après, avec un travail un peu à la main, qui va par ailleurs essaimer ensuite. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a jamais eu un côté... il y a eu une levée en masse magnifique, mais les soignants eux-mêmes, le côté héroïque, ils s'en foutent, c'est pas ça. Ils ont fait leur métier jusqu'au bout, jusqu'aux limites du bout. Et ce qu'ils voudraient faire, c'est justement ne plus être des héros. Donc ça, c'est le vieux. Mais moi, je considère que percuté par la crise, voilà, on a raté plein de trucs.
On a raté plein de trucs. Il y a des tas de trucs où on pensait que c'était une bonne idée, ça s'est avéré totalement foireux. On a dépensé de l'argent à tort, parce que pour essayer d'aller récupérer des gens pour les vacciner, etc., on a pensé que des dispositifs seraient performants, ils ne l'étaient pas. Mais face à la crise, face à rebond, à l'incertitude, on ne peut pas simultanément demander aux opérateurs publics de savoir prendre des risques et considérer que l'échec est en fait synonyme d'erreur et que l'erreur est en fait synonyme de faute. Sinon, on est mort. Et ça vaut pour le système en général et ça vaut pour chaque acteur en particulier. Moi, je le disais tout à l'heure, j'ai passé 45 heures devant la Cour de justice de la République comme témoin. J'ai 17 plaintes qui sont adressées contre moi. Je sais que pendant des années, j'aurai à rendre compte de ma gestion. Alors tous ceux qui me disent que j'aurais dû vraiment être beaucoup plus un peu plus agile et prendre des risques, je les invite à venir avec moi dans ces éléments. Deuxième élément, j'accélère. La crise, il y a deux choses qui ont quand même... Elle a été aussi un accélérateur formidable, y compris sur des points qu'évoquait Séverine. On n'a jamais manié aussi vite, par exemple, l'utilisation, la récolte, l'analyse de données en vue de déployer des politiques de santé publique. Je veux dire, et avec des difficultés, avec des corrections, voilà, mais la PHP a été l'opérateur du dispositif SIDEP, l'assurance maladie a pu monter vaccin Covid. Nous, par exemple, quand à partir de mai 2020, on déploie les opérations de Barnum, de tests dans les quartiers populaires, c'est parce qu'on est convaincu qu'en fait, on va avoir une inégalité d'accès aux tests. Et on croise ça avec des données qui sont différentes sur les inégalités, sur la surmortalité en première vague, sur l'indice de développement humain dans ces quartiers. Et c'est là qu'on va. On y va sur la base de données. Et ces données, elles sont transparentes. Elles sont, alors on peut toujours critiquer, mais elles sont en open data très rapidement par rapport à beaucoup d'autres crises précédentes. Et moi, je crois, et c'est pour ça que tu l'as dit, Séverine, prévention, déterminant de santé, promotion de la santé. Si vous voulez, alors je ne sais pas si vous êtes des praticiens de tout cela ici, mais en fait, on l'a tous entendu 150 000 fois, hein, de la charte de Montréal, la commission Marmotte, etc., sur le fait que le bien-être et la santé d'une population, ils sont aux 3/4, au moins, si on fait une modélisation, déterminés par des choses qui sont étrangères aux soins stricto sensu. Très bien, une fois qu'on a dit ça, on le dit dans les colloques, et puis après, c'est cool. Et puis après, on dit, en fait, on ne sait pas évaluer la performance de l'euro et de l'impact direct. Moi, il y a un truc que je sais, pardon, c'est un peu un argument d'autorité, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais le dimanche, pareil, excusez-moi, je crois que c'était le 30 mars, quand avec Martin Hirsch, on va en Seine-Saint-Denis faire un tour des hostos. On y va le dimanche après-midi, là. On se dit, il faut qu'on aille, voilà, on va voir en Seine-Saint-Denis. On fait un hôpital, on fait Avicenne, donc un hôpital de la Paix, une clinique privée, puis l'hôpital de Montfermeil. Mais les gens qui sont morts, ils sont morts d'être pauvres. Ils sont morts d'être pauvres. Ils sont morts d'avoir eu des boulots qu'ils ne pouvaient pas arrêter. Ils sont morts parce que quand tu es chauffeur Uber, que tu commences à tousser, que tu es un peu obèse parce que tu es sédentaire, ben, tu ne vas pas voir de médecin, de toute façon, tu n'en as pas. Et les soignants, ce qui vous disaient, le mot qui revenait, c'était « ils sont jeunes ». Et les gens arrivaient dans un état critique dans les urgences. Ce n'est pas l'hôpital on n'a pas manqué de l'hydréa. On les avait, les l'hydréa. Les gens sont morts avant. Donc j'ai envie de dire maintenant, le débat, d'une certaine manière, la crise l'a tranché. La surmortalité, elle se superpose à l'iris près à la carte des inégalités sociales. À l'iris près. C'est un truc, une démonstration que n'importe quel universitaire rêverait de pouvoir faire. C'est effrayant. 400% de surmortalité en Seine-Saint-Denis. 400% dans le département le plus jeune de France. Et nous-mêmes, on a pris ça dans la gueule, pour prendre le terme scientifique. Quand on voit les chiffres de surmortalité, on se dit d'abord, il y a un problème dans nos chiffres. C'est pas possible, c'est le département le plus jeune. Ce sont des personnes âgées qui meurent dans les EHPAD. La Seine-Saint-Denis, c'est là où il y a le moins de résidents en EHPAD d'Île-de-France. Mais en fait, non.
Deuxième angoisse, est-ce que ces gens meurent différemment à l'hôpital? Autrement dit, est-ce qu'on soigne moins bien à Seine-Saint-Denis? Non. Même taux de mortalité en réa. Les gens sont morts avant d'arriver à l'hôpital. Voilà. Ou ils sont morts quasiment aux urgences, dans les services d'urgence. Donc tout le débat sur prévention, promotion, déterminant, en fait maintenant, j'allais dire, enfin je l'ai dit déjà, il est tranché. Voilà. Et là-dessus, on a fait un saut qualitatif inouï avec les dispositifs d'aller vers, avec la vaccination. Mais, et je m'arrête par ça, mais on a les Hauts-de-Seine, là, juste de l'autre côté du bois. Je décide, je dis je là, parce que en fait je décide, oui, il se trouve la vaccination, les allocations de doses de vaccins. Il y avait un truc, les premières, vous vous rappelez, les premiers mois, c'était pour les plus de 75 ans, puis on a descendu. Évidemment, à partir de là, vous avez un truc dans lequel les départements les plus jeunes vont être les moins bien notés. L'Île-de-France, la région la plus jeune, dans les taux de vaccination nationaux, par rapport à la population générale, était en deçà. Je décide qu'on va surdoter certains départements qui ont été les plus touchés. La Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise notamment. Je le décide. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que la difficulté d'accès au vaccin va faire que de toute façon, on va avoir des gens qui savent se repérer sur ce système, qui vont venir de Paris, de trucs de machin. Donc, la Seine-Saint-Denis va être à 15% des vaccins d'Île-de-France, alors qu'elle représente plutôt nettement moins en termes de population éligible. Mais le président de l'association des maires des Hauts-de-Seine, dans une déclaration unanime, moins quelques élus, dénonce un scandale d'inégalité territoriale. Et donc pourquoi je dis ça? Non pas pour prétendre avoir été un héros, n'est pas Jean Moulin qui veut. Je ne dis pas ça pour ça. Je dis que le sujet, il est désormais politique. Et j'allais dire uniquement politique. Oui, le principe d'égalité, ça n'est pas de faire la même chose partout, c'est de prendre en compte les situations différenciées de départ pour ensuite adapter. Et donc, ce que je pense profondément, c'est que soit cette question de la santé publique, elle redevient une question politique, et ça n'en prend pas forcément le chemin. À l'issue de la crise, les élus, ils demandent plus de lits de réa. Je les comprends. Et il y a c'est pas à vous, Karim, que je vais le dire, il y a des endroits où on est allé trop loin. On est allé trop loin sur la baisse du capacitaire, sans doute. Donc oui, on va le reprendre, tout ça. Et c'est en cours. C'est en cours partout. Mais en fait, les lits de réa, c'est passé juste. Et on a adapté. Mais ce que la crise nous apprend, c'est pas ça. La crise, elle nous apprend qu'il faut lutter contre l'obésité, qu'il faut des dispositifs contre le diabète, et qu'on passe à côté de ça. Et le dernier point des derniers points, c'est qu'est-ce que ça change pour l'État? Je fais généralement 4 derniers points, comme ça fait un peu illusion. Qu'est-ce que ça nous apprend pour l'État? Il y a un truc qui, pour moi, est une conviction, c'est que ça change, c'est que l'État, il doit être un garant des coalitions. Parce qu'en fait, on l'a vu sur le terrain. La main invisible, elle n'existe pas, mais de notre côté, aucun n'a tous les leviers. Quand les collectivités territoriales disent qu'elles auraient fait beaucoup mieux, ben en fait, une bonne partie pour monter la vaccination, elles auraient peut-être fait mieux sur certains trucs. Après, il y a des choses qui relevaient de l'État, d'autres d'associations, de la Croix-Rouge, des hôpitaux, etc. En fait, c'est là que je le dis, le jardin à la française, il ne fonctionnera pas. Donc on peut chercher à le faire, ça peut faire des super thèses, ça peut faire des programmes électoraux, et ça ne marchera pas. Donc l'État, son sujet, c'est d'être vérifié que les synapses se construisent plus vite qu'elles ne se détruisent. Et donc garant des coalitions, ça n'est pas déchoir quand on est l'État. Et ça, c'est dur. C'est dur quand vous êtes patron de l'ARS, là, à la tête de vos milliards. Mais en fait, non. Le matin de mai 2020, où on fait le premier barnum de dépistage à Clichy, il y a le maire de Clichy, parce que nous, comme des cons, on n'arrivait pas à avoir le barnum au sens strict. C'est lui qui nous l'a filé, la PHP en avait un, mais qui faisait 60 mètres par 60, ce qui ne pouvait pas fonctionner. Donc, c'est la PHP qui pique, qui fait les prélèvements ce jour-là. Il y a le préfet
qui est sur place. Il y a la CEPAM parce qu'il faut des médiateurs, puis il faut ouvrir des droits. Il y a l'ARS parce que l'allocation des doses, etc. Ben, en fait, c'est ça qu'il faut faire. De la même manière que quand on dit Covid list, tous ces trucs qui ont été inventés par la société civile, c'est un échec de l'État. Mais peut-être qu'on aurait dû le faire, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'open data a permis l'appropriation. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut qu'on bascule en mode coalition. Mais que simplement, pour basculer en mode coalition, c'est vrai qu'à un moment, en dernier recours, c'est vrai que c'est l'État, et en l'occurrence, par exemple, dans une région, ceux qui sont chargés par le législateur de mettre en œuvre au nom de l'État la politique de santé publique, les ARS, de s'assurer avec les préfets que tout le monde soit autour de la table. Mais voilà quelques convictions dans une... J'ai essayé d'être aussi long que Séverine, je pense que j'y suis arrivé. Voilà. Largement, je pense. Stéphanie, ouais, je vais être... c'est à toi. Mais voilà, il n'y avait pas d'effet de surprise de toute façon. Moi, je vais vous proposer, même si on a partagé beaucoup de choses en termes de macro, je vais vous proposer d'être plus micro et de se centrer sur l'hôpital. Et vous allez voir que finalement, quand on regarde un microcosme, on a vraiment finalement en miroir l'ensemble des éléments que tu as pu indiquer. Je vous propose qu'on reparte de la définition de finalement ce qu'est la gouvernance, parce qu'on en a tous parlé sans forcément la définir. Alors dans le monde hospitalier, je pense que ça révèle le goût assez immodéré des hospitaliers pour les métaphores navales. On est sur le pont, on est sous l'eau, le navire amiral. Voilà, on a tout un voilà, il y avait quelque chose qui ne pouvait que se rencontrer et résonner. Mais quand on prend des définitions de microéconomie, la gouvernance, ça désigne l'ensemble des règles, des mesures, des organes, de décision, d'information, de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement d'un État, d'une institution, d'une structure, avec pour objectif de fournir l'orientation stratégique, de s'assurer que les objectifs sont atteints, de gérer les risques comme il faut, que les ressources soient utilisées dans un esprit responsable. Et la gouvernance, elle a comme mission de veiller en priorité au respect des ayants droit, citoyens, patients, partenaires, actionnaires, et de faire que leur voix soit entendue dans la continuité des affaires. On trouve 4 principes et ils font hyper écho à ce qu'on s'est dit depuis le début de la matinée et finalement dans le fonctionnement de l'hôpital. La responsabilité, la transparence, l'état de droit et la participation. Ça résonne très fort dans le fonctionnement d'un hôpital, ça résonne très fort dans ce qu'on a pu se dire, et on voit bien que la gouvernance, on a tendance à la penser incarnée, le PCME et... Merci Aurélien. Le PCME, le directeur, mais c'est d'abord une manière une vision, avant d'être incarné dans un binôme. Je trouve que c'est intéressant aussi de se poser la question de à quoi ça sert. Pourquoi faire ? Parce que finalement, à part aimer le jardinage, ça a quand même une utilité intrinsèque. Et on a partagé ça finalement au dernier directoire de l'AP, où on discutait de la circulaire Clarisse, de sa mise en œuvre. C'est une circulaire qui définit finalement ce que devrait être, ce que doit être la gouvernance au sein de structures. Et finalement, la question qu'on s'est posée, c'est à quoi ça sert la gouvernance dans un centre hospitalier universitaire ? C'est quoi son objectif ? Son objectif, de manière assez simple, il vise l'excellence en matière de soins, de recherche, d'enseignement. Et comment on arrive à conjuguer ces 3 missions qui ont des exigences, des temporalités, des organisations extrêmement différentes. On l'a peut-être pas forcément dit de manière explicite, l'hôpital, c'est un univers de contraintes. Je ne pense pas qu'il y ait de structure où il y a le plus d'empilement de codes différents. On doit faire le tour de la législation française. On est avec des univers hyper encadrés. On est sur des exercices professionnels hyper définis, la délégation de compétences. L'attention, c'est l'aide-soignant. Enfin, c'est pas l'aide-soignante, c'est l'infirmière. Voilà. Et c'est partout et c'est hyper défini, avec des tâches préformatées. Et finalement, on est avec des patients dont la maladie est finalement aussi une contrainte pour eux. Donc, on est vraiment dans cet univers de contraintes. Et au sein de l'hôpital, l'enjeu de la gouvernance, c'est d'arriver à les dépasser et surtout arriver à ce qu'on ne se retrouve pas dans le clivage qui finalement est
et un peu celui que tu évoquais, d'un côté ceux qui l'incarnent, de l'autre côté ceux qui la subissent, les good cops, les bad cops, les opprimés et les opprimeurs, et comment on arrive à créer la responsabilité collective auprès des décisions. Dans les décisions, c'est finalement tes synapses, c'est le fait qu'on est capable de les porter ensemble. L'hôpital, mais c'est aussi valable pour le ministère de la Santé, l'ARS, l'assurance maladie. C'est une structure qui est habitée par des lignes hiérarchiques. Alors on dit souvent l'hôpital c'est hiérarchique. Non, l'hôpital c'est des hiérarchies, pas une hiérarchie. Et c'est intrinsèque dans la formation des médecins. Le parcours professionnel du médecin, c'est un compagnonnage, et d'autant plus dans leur formation universitaire. Et la gouvernance, elle sert à voir comment on courbe ces lignes, comment on les fait se rejoindre, comment on crée la coalition. Finalement, le gardien de la coalition, on a le même sujet à un niveau micro que celui que tu évoques. Comment on organise et on garantit ces coalitions? Comment on fait pour créer cette vision commune d'une responsabilité collective avec des enjeux hyper importants? Parce que finalement, qu'est-ce qui dépend de la gouvernance dans une structure hospitalière? Au-delà du sonnant trébuchant, de la régulation, de la maîtrise de la dépense, c'est finalement l'envie, le sens. Et ça, c'est ce qui fait fonctionner et ce qui fait avancer, qui fait qu'on a des professionnels qui s'engagent et qui se dévouent chaque matin. Et on voit bien que là-dedans, les 4 principes que je vous ai évoqués tout à l'heure, on les retrouve très clairement: responsabilité, transparence, état de droit et participation. La crise Covid, elle est venue, tu l'as très bien dit, agir comme un révélateur, transpercer tout cela, parce qu'elle a cette transversalité et elle a créé cette transversalité avec des organisations linéaires qui ont dû se mettre en place très, très, très rapidement, avec des fonctionnements qui étaient complètement différents. Quand il faut mettre en place le 27 décembre une vaccination qui était une semaine auparavant prévue par les professionnels de ville et pas par l'hôpital, et que le premier rendez-vous, ça doit être le 2 janvier. Quand vous êtes dans une structure avec 90 000 personnes, ce n'est pas le système pyramidal qui va faire que, quoi. On est obligé de transpercer l'ensemble des organisations, de créer la coalition que tu indiques pour regrouper finalement le directeur général, les référents vaccination, les pharmaciens de la pharmacie centrale, l'ensemble des acteurs qui finalement vont se retrouver autour d'une organisation. C'est la même chose, tu as parlé de CIDEP. Voilà, le pass sanitaire, il est annoncé. Derrière, il faut l'appli qui permette de le vérifier. Et ça va se mettre en place dans un temps extrêmement record parce que, en fait, on crée la coalition qui met les compétences au-delà des organisations, au service de l'objectif. Et on a bien vu dans la crise que ces principes de responsabilité, ils ont été très forts. Je pense qu'à tout niveau, que ce soit ARS, on peut effectivement, et on a, on répond tous aujourd'hui de ces situations, mais le sentiment de responsabilité dans la prise en charge de la population, il a été énorme en termes de poids et en termes de vision pour l'hôpital, pour la paix, mais pour d'autres structures. Le sujet de la transparence, il a été évident. Il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Mais finalement, le choix de partager ensemble, quand on a regardé les premières simulations, tu l'as dit, la data, elle a transformé la manière de voir les choses. Quand vous pouvez projeter dans un univers d'incertitude des datas, vous voyez où vous allez, même si quand vous voyez où vous allez, vous savez que vous ne pouvez pas le faire. C'est la première fois qu'on a vu 4000 lits de réanimation. Et au niveau national, c'était 20 000. On s'est dit, mais on ne sait pas faire, enfin, c'est juste pas possible. Voilà. Et donc, soit on partage finalement cette information, et on a choisi de la faire en disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas arriver là? Soit on se dit, et c'est, je pense, une autre manière de gouverner, on se dit, on ne leur dit pas, on sait bien qu'on va là-bas. Enfin, ce n'est pas des choix qui ont été faits. Le choix, vraiment, il a été fait à tous les niveaux. Ce qu'on savait, on savait. Ce qu'on ne savait pas, on ne savait pas. Et il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas et qu'on a appris collectivement. Ces 2 principes, ils ont été très, très partie prenante, et la participation en a été un. Pour terminer et rattraper finalement votre propension à bien vous exprimer. Je reconnais ton caractère galant.
je voudrais partager 4 réflexions qui sont très personnelles. Finalement, et un peu, un peu gratte-poil dans finalement ce qu'on s'est dit sur la gouvernance hospitalière. Pour moi, c'est hyper intrusif. C'est-à-dire qu'il y a quand même un empilement de textes loiristes, circulaires Clarisse, qui définissent pour tous les hôpitaux, à un siège près, comment doit être la représentation des médecins, comment doit être la représentation des soignants. Enfin, je pense qu'il y a peu de structures où on définisse finalement autant les organes de gouvernance sans s'attarder sur ces objectifs et ces missions. Et finalement, c'est hyper encadrant et c'est finalement le reflet de la confiance faite aux acteurs, de leur capacité à s'organiser, à définir cette gouvernance, à définir ces règles. Et je pense qu'on a dans cet hyper encadrement, on a quelque chose de contre-productif. C'est-à-dire que c'est pas étonnant qu'on oublie à quoi sert cette gouvernance, vu la stratification et l'uniformisation du dispositif. C'est pas très étonnant que ça fige les lignes hiérarchiques quand on s'acharne à les reproduire en termes de représentation dans ces organes, et qu'il soit de plus en plus compliqué de les courber, de les conjuguer, de les organiser en coalition. Et d'ailleurs, pendant la crise, on a un peu fonctionné nos instances, il faut quand même se le dire. Et c'est pas étonnant que la responsabilité collective, elle soit difficile à construire lorsqu'on n'a pas la liberté de la construire ensemble et de la définir au-delà des textes. On a eu ces discussions-là pour la PHP qui souhaitait faire rentrer dans son directoire les usagers. C'est juste pas prévu par les textes et donc il faut attendre que les textes évoluent pour qu'on puisse le faire. C'est désormais le cas, mais c'est un exemple. Et moi, j'ai la conviction que, effectivement, derrière les synapses, c'est aussi des rapports humains. Et que les rapports humains, ça ne se décrète pas dans les textes, ça ne s'organise pas dans... Enfin, voilà. Et qu'à un moment donné, on est quand même arrivé au bout de l'exercice d'expliquer qu'on s'entend bien et qu'on travaille ensemble par 3 décrets, 2 circulaires et un guide. Deuxième point, on a quand même un modèle à l'hôpital, mais c'est peut-être vrai aussi en termes de régulation, on a quand même un modèle hyper élitiste. C'est finalement 10% médecins, direction, alors que 80% c'est des paramèdes. Aujourd'hui, dans l'organisation de l'hôpital, finalement, c'est les grands absents de cette participation et de ce principe de... Et pour moi, il y a un vrai enjeu dans les choses à faire évoluer. C'est vraiment un vrai enjeu qu'il faut avoir en tête. 3e point, puisque je vais faire en 4, puisque j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Le 3e point, elle est nombriliste. C'est une manière de le dire, pas sympa, mais finalement, elle est tournée vers son fonctionnement interne. Pas vers son environnement. Finalement, c'est ses problèmes internes. Elle est pourtant dans un territoire. Après, elle est aussi dans un territoire où il y a une collection de gouvernances nombrilistes, les unes et les autres, tournées vers leur fonctionnement. Et finalement, la CPTS et les CPTS que tu... En fait, les synapses, c'est des nombrils. Et voilà. Après, on dit aussi que le ventre est le 2e cerveau, donc voilà, c'est pas totalement problématique. Et effectivement, dans le parcours coordonné et dans la création des CPTS, et là je refais un pas de côté sur ma santé 2022, c'était vraiment la capacité à organiser ces connexions et ces synapses, parce que pour un hôpital, ça a des instances, je viens de les critiquer, mais ça a au moins un fonctionnement. S'organiser avec 400 médecins autour de lui, individuellement, puisque la culture libérale, c'est quand même une culture individuelle, c'est quand même pas totalement donné. Donc il y a vraiment besoin de structuration. Et puis dernier point, la gouvernance, elle est hyper macro-centrée, c'est-à-dire qu'on est au fonctionnement et à la paix, forcément, au fonctionnement en haut de la pyramide, et finalement... aujourd'hui, on sait bien, et la crise l'a vraiment montré, qu'on a un besoin d'être micro-centré aussi, d'organiser dans le service de soins, de recréer les rapports humains à une petite échelle, de définir ces règles, que ce soit de transparence, de responsabilité, qu'on a besoin de les recréer et de recréer ce contrat social à une petite échelle. Voilà, donc je me permets ce pas de côté qui finalement est quand même assez en miroir avec ce que vous avez pu évoquer, et puis ces 4 réflexions très libres sur les leviers et sur les freins. Je pense que j'ai rattrapé votre temps. Là. Tout à fait, tu as rattrapé le temps et en citant 5 points à la fin et non pas 4. Donc bravo. Moi j'ai plein de questions, mais en fait je ne suis pas là pour les poser, je suis là pour que les autres puissent les poser. Donc
Mais j'essaierai quand même d'en poser une ou deux. Madame, d'abord. Ouais. Alors, je suis le docteur Claire Georges, je suis praticien hospitalier. Je travaille à l'hôpital Saint-Louis, je suis responsable médicale d'une permanence d'accès aux soins de santé, une PASS, à la PHP. Et écoutez, je voulais vous remercier, c'était vraiment passionnant ce que vous évoquez. J'aurais vraiment plein de choses à dire, mais je vais quand même réagir sur quelques points. Ce que vous évoquez, c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de porter dans les PASS depuis très très longtemps. Et moi, j'espère vraiment que cette crise sera un vrai révélateur, mais sur la durée. Parce que bon, tout le monde le dit, hein, c'est vrai que ça retombe. Et bon, ce qu'a montré la crise de façon conjoncturelle, c'est ce qu'on évoque en PASS de façon structurelle depuis si longtemps. C'est-à-dire face aux situations imprévues et complexes, il faut des structures collaboratives, pluriprofessionnelles. Et en effet, je vous rejoins, les synapses, enfin les interfaces, c'est l'humain. Voilà. Et finalement... Vous pouvez juste dire ce que c'est qu'une PASS ? Ah oui, une PASS. Bien sûr. Alors, des permanences d'accès aux soins de santé, ce sont des dispositifs d'accès aux soins pour les plus démunis qui ont été mis en place dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions en 1998. Il y en a un peu plus de 400 sur le territoire, des modalités qui sont assez différentes. Nous, on assiste sur le côté PASS dédié, c'est-à-dire dans une même unité de lieu, plusieurs professionnels. Et finalement, on va dire que c'est la mise en place concrète de l'intelligence collective, de la collaboration pluriprofessionnelle. Et en fait, ça marche très très bien. Et je vous rejoins vraiment, et j'aimerais qu'on arrive à avancer pour montrer l'efficacité et l'efficience. Et ça, moi, je me heurte depuis des années. J'ai tout essayé, mais pour le moment, on n'y arrive pas. À montrer, en effet, la valeur d'éviter les hospitalisations. Nous, on a vraiment une sorte de filtre, un sas de régulation qui permet d'éviter les hospitalisations, de réguler, de réduire les durées. Et de ce point de vue-là, c'est très frustrant de ne pas être utilisé dans cette modalité. Voilà. C'est vrai que les PASS, elles ont multifonctions, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles cochent toutes les cases qu'on évoque de plan Ma Santé 2022, l'interface ville-hôpital, le décloisonnement, donc aller contre les clivages, le préventif, le curatif, le médical, le social, le psy, le somatique, et surtout donc les parcours ville-hôpital. Alors oui, voilà. Alors je termine. Voilà, donc j'invite en effet dans la démarche participative. Le terrain, l'humain, les initiatives, l'autonomie, ça marche vraiment très bien. Et je rejoins Monsieur Rousseau sur le fait que, en effet, la crise, c'est Richard Horton, le rédacteur en chef de Lancet, qui a fait le parallèle. Il invite à parler de syndémie. C'est-à-dire la syndémie, c'est une épidémie qui prend en compte, en effet, la dimension globale, la dimension des comorbidités, de l'obésité, enfin tout l'impact social. Voilà. La question, c'est venez observer le modèle d'organisation des PASS. Comment valoriser ce modèle, puisqu'on est à Paris-Dauphine, comme étant un modèle d'organisation qui correspond aussi aux organisations de haute fiabilité. J'arrêterai là. Et je vous remercie. Ok, bonjour. Donc, je m'appelle Stéphane Edon, Hartmann. Je suis PMO et direction des médicales d'un groupe privé européen. Puisque la norme c'est 4 points, j'ai 4 questions, mais c'est très rapide. C'est très rapide. Ouais. Ah bon, d'accord. non, c'était déjà félicitations sur votre intervention, c'était très clair et je pense que ça met bien en avant comment dirais-je, ce qu'on a une tendance à critiquer et qui finalement s'est pas si mal passé sur une crise qui était assez inattendue pour tout le monde. Avant même le premier point. Non, je voulais savoir sur la gouvernance l'impact que pouvait avoir ce principe de précaution avec les conséquences sur l'agilité, la rapidité d'exécution, voire la qualité des productions des process, puisqu'on a quand même des choses un peu lourdes à mettre en œuvre. J'ai apprécié votre intervention, madame, parce que je pense que sur l'avenir, il y a ces 80% de personnes qui participent pas des masses à la gouvernance. Et j'aimerais savoir quelle était votre vision sur la transformation, justement, à la veille, par exemple, du décret de compétences sur le métier infirmier. Quel rôle on comptait donner aux infirmiers demain dans ce dispositif de santé, hein, on parlait d'infirmiers de famille, par exemple. J'aurais un petit point sur...
Et demain, parce que vous aviez parlé, Monsieur Rousseau, du futur, et puis je ne l'ai pas vraiment entendu, est-ce que vous pensez que le monde de demain sera celui d'hier, c'est-à-dire qu'on va revenir à quelque chose de plus très de coordination, qu'on va se refiger, et que la crise avait provoqué, en effet, je suis d'accord avec vous, une certaine forme, pas complète, mais une certaine forme de coordination. Est-ce qu'on ne va pas revenir à nos travers, c'est-à-dire avec... on a évoqué l'hospitalocentrisme, quand je suis passé à le HESP, on en parlait déjà, et on disait qu'on allait le casser, et je ne crois pas que c'est le cas, parce que c'est un rapport de force. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pour finir, la data, j'ai bien compris qu'on en a compris... alors je ne crois pas dans une data Madame Irma qui donne des trajectoires, hein, c'est que de la statistique, mais quel est le futur de cette data? Je trouve que l'ANS fait un travail phénoménal dans la structuration et l'intégration du système de santé, mais quid de ce futur aussi? Voilà. Donc j'ai placé mes 4 points, désolé Karim, mais j'espère avoir au moins une réponse. Je commence sur, sur peut-être la dernière, la data et l'hospitalocentrisme. Sur la data, certes, effectivement, ça ne vous donne pas la vérité. En même temps, je trouve que ça permet d'asseoir la décision sur autre chose que la conviction d'une compétence, la manière de s'exprimer, la conviction de l'acteur. Il y a un petit caractère objectif qui, à un moment donné, oblige chacun à se poser et à se positionner différemment. Et donc, dans la discussion, c'est intéressant. On a parlé de modélisation, on n'a pas parlé de prévision. Je pense que ça, c'est vachement important, et ça a été vachement important tout au long de la crise. L'autre point hyper important, c'est que si vous voulez faire fonctionner les synapses, il faut quand même que les gens ils soient un peu connectés, et la télépathie, ça n'existe pas. Donc les systèmes où finalement la data, elle met en temps réel tout le monde à un même niveau d'information, elle met tout le monde à un même niveau de... Je vais prendre un exemple qu'on a partagé. Je veux dire, savoir à un moment donné combien il y a de lits vides en Île-de-France, avec le volume d'hospitalisation. Auparavant, c'était des dizaines de coups de téléphone pour remplir un logiciel que personne n'utilisait vraiment, qui prenait en gros la journée. Et une fois que c'était fait, c'était faux, puisque forcément les lits s'étaient remplis. Là, désormais, on a des systèmes ensemble, et puis d'une information qui est partagée par l'ensemble des acteurs, puisque finalement, on partage la feuille, on sait en temps réel, à un moment donné, dans une crise, quelle est la capacité. Ça, c'est des bons en avant de manière très forte que la data, les outils partagés, les plateformes ont permis aux acteurs hospitaliers de... Donc on va les retrouver. Et si je prends CIDEP aujourd'hui qui fait le suivi des PCR, on pourrait très bien imaginer qu'en termes de prévention, on ait un système qui soit capable d'analyser ou d'alerte, qui soit capable d'analyser toute la biologie et détecter qu'on a une épidémie de diabète ou qu'on a une évolution de tel ou tel paramètre. Tout ça, c'est à portée aujourd'hui de décision. C'est plus un sujet de technologie. Donc je pense que ça a vraiment changé dans l'aspect synapse, dans l'aspect capacité de prévision et capacité d'avoir les éléments qui permettent de construire la prévention sans forcément toujours pouvoir l'évaluer. Je pense qu'on a énormément progressé. Et ça, c'est majeur. Alors, l'hospitalocentrisme, moi, côté hôpital, ça m'énerve. Parce que finalement... Ouais, c'est vrai, tu as raison. Je vais prendre un exemple que tu connais, Covidom, qui est une plateforme qui a permis... qui est partie de la conviction à la paix, en voyant l'ensemble des personnes qui se précipitaient aux urgences à un moment donné où, de toute façon, tout ce qu'on pouvait donner, c'était du Doliprane, et tout ce qu'il fallait faire, c'était s'isoler, qui arrivaient aux urgences et qui avaient besoin d'un suivi. On a mis en place une plateforme avec les médecins libéraux, quelqu'un qui vous rappelle, qui vous prend en charge, qui va vous suivre, avec un algorithme qui permet de dire là, il faut aller aux urgences, là, c'est pas la peine. Voilà. C'est l'hôpital qui l'a construit. Est-ce que c'est hospitalo-centré pour autant ? Non. On travaille avec les médecins libéraux, c'est une organisation du parcours. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, cette image hospitalo-centrée, république de ville, elle empêche, dans les clichés qu'elle véhicule, à un moment donné, de trouver la coalition et de trouver l'endroit où finalement on fait tomber
les postures pour construire un outil qui est commun à tout le monde. Si c'était l'organisation des libéraux qui avait construit cet outil, est-ce que l'hôpital aurait accepté de l'intégrer dans son système? Parce que c'est ça, l'hospitalo-centrisme, des fois, qu'on regrette. Là, en l'occurrence, oui. Parce qu'il y avait un besoin et voilà. Là, aujourd'hui, la question, elle se pose de est-ce qu'il faut passer la... Enfin, je la pose parce que je l'ai vécu avec l'ARS la semaine dernière, qui est exactement votre réaction. C'est finalement, c'est bien Covid-19, mais c'est l'hôpital qui l'a fait, quoi. Donc, comme c'est l'hôpital qui l'a fait, il faudrait qu'on fasse autre chose qui parte de la ville. Tu vois, donc, à un moment donné, il faut savoir, il y a des situations où le bon acteur, c'est l'hôpital, il y a des situations où le bon acteur, c'est la ville. Et finalement, ce qui crée la coalition et ce qui crée l'organisation, il faut qu'on soit capable de le construire sans se jeter à la figure les lourdeurs de l'hôpital versus l'autonomie de la ville ou des structures. Est-ce qu'on se rappelle des deux premiers points? Parce que le risque en disant 4, c'est que... Mais bon, je crois qu'Aurélien a bien noté. Principe de précaution. Sur l'agilité, c'est gouvernance, et puis en management, les compétences de demain, avec le décret de compétences sur les infirmiers, par exemple, un manque d'attractivité métier, on voit bien que les gens pour avoir une vraie gouvernance. Ouais, peut-être d'abord pour répondre, pardon, pas pour répondre, mais pour rebondir à mon tour sur ce que vous disiez, docteur. Moi, je pense que les passes, d'abord dans la crise, un peu avant la crise et dans la crise, immédiatement, oui, je crois assez immédiatement, leur a mis un peu plus de fric, mais avec une idée, au fond, à laquelle je tiens. Et vous l'avez dit, docteur, c'est que souvent, c'est pas intuitif, souvent, les dispositifs qui ont été conçus à l'origine pour les plus fragiles sont des démonstrateurs de ce qu'on peut faire pour les autres. Si nous, à l'ARS, même, je ne la dirige plus depuis le mois d'août, mais on n'avait pas l'aller vers ou la vaccination, on le faisait dans des camps de Rome, on le faisait dans des populations. C'est à partir de là qu'on a construit nos dispositifs beaucoup plus massifs. Et je crois vraiment qu'il faut se dire aussi que les dispositifs qu'on conçoit à l'origine pour les plus fragiles, c'est un investissement sur la robustesse. Et vous l'avez dit, sur sur la résilience, sur le fait de prendre la personne de manière globale, sur le fait d'éviter de l'hospital. Deuxième petite remarque, c'est sûr qu'en France, enfin de ce que je vois, et Stéphanie pourrait, et Séverine aussi au titre de ce qu'elle a vécu au ministère avant, pourrait me démentir, mais on a un vrai problème d'analyse de l'efficacité médico-économique des mesures. Et quand on regarde, par exemple, sur l'article 51, à de très nombreuses reprises, on bute sur ça. Et cette compétence qui est extrêmement sensible, elle est très dure à mobiliser, et y compris si vous regardez dans l'appareil d'État, au sens large, vous n'avez pas cette compétence de manière extrêmement présente. Je saute sur les données immédiatement parce qu'en fait, avec le mot données, peut-être qu'on est dans un faux truc. C'est que ça n'est pas que de la donnée, c'est aussi l'utilisation de la donnée avec des algorithmes, y compris d'intelligence artificielle, qui ne sont pas simplement de la synthèse, mais qui vont tenter la prédictibilité. Alors évidemment, la prédictibilité, comme les modèles en économie, ou comme les plans à la guerre, c'est les premiers morts. Mais, et ça, moi, Stéphanie l'a dit, et c'est quelque chose auquel je crois profondément, malgré tout, même si on sait que c'est faux, tout ce qui peut réduire l'incertitude dans une crise a une valeur immense. Parce qu'en fait, tout bouge simultanément. Martin Hirsch, dans nos conversations de 50 fois par jour, disait, il y a des moments, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo.
chaque fois qu'on franchit un truc, il y a un nouveau monstre qui arrive. Voilà. Et donc, en effet, si vous savez, même si c'est à 2000 lits près, que la fourchette, elle est celle-ci, ben au moins vous avez une fourchette. Vous avez un truc impossible, vous avez un truc possible. Et je me rappelle très bien avoir fait pendant des semaines et des semaines, toutes les semaines, en vue du Conseil de défense, la petite note de l'ARS Île-de-France adressée aux autorités de l'État, disant voilà, le modèle Pasteur dit ça, la PHP dit ça, nous on dit ça, et c'était pas pour dire y en a qui ont raison, mais voilà dans quel univers on avance. Voilà. Et je pense que cette histoire de prédictibilité, je crois que c'était Séverine qui l'a évoquée, elle va très loin quand même. Et je crois qu'en France, on a là-dessus, non pas un train de retard peut-être dans l'exploitation, ça j'en sais rien, mais dans le fait de réaliser à quel point la puissance publique est assise sur un tas d'or en matière de données de santé, de modélisation. Quand on voit ce qui sort des premiers projets qui ont été lauréats du Health Data Hub, notamment par exemple la prédictibilité de l'infarctus du myocarde, c'est quand même totalement éblouissant. Donc je pense que là-dessus, c'est pas un supplément d'âme, la donnée. Ça devient un élément essentiel. Dans le monde de demain, moi justement, je ferai qu'est-ce qu'il faut faire fructifier. Vous avez raison, la vitesse à laquelle on reprend nos habitudes. Et moi, je le dis d'autant plus sereinement que c'est un des motifs pour lequel j'ai demandé à être déchargé de mes fonctions. C'est-à-dire, je me suis dit, ça va être trop dur, cette tension entre ce qu'on a vécu dans la crise et le fait de réatterrir, parce qu'en fait, l'efficience, il faut continuer à la suivre. Essayez de dire efficience aujourd'hui dans un conseil de surveillance d'un hôpital, vous avez du souci à vous faire. Hein. Enfin, il faut courir vite. Il faut courir vite, et comme j'ai conscience de mes limites, voilà. Mais donc, moi, je pense qu'il y a la transparence, y compris avec le privé. On a réussi un truc quand même qui était extraordinaire. Je veux dire, le fait d'avoir pu, dans des conf-calls, avoir le patron de Ramsay, le patron de Vivalto, le patron d'Elsan, Martin Hirsch, le DG de l'ARS, où on se disait, qui fait quoi ? Combien vous en prenez, etc. Mais vous êtes à combien vous êtes de déprogrammation pour de vrai ? Je ne dis pas que c'était toujours vrai, mais c'était extraordinaire. Si on peut conserver un tout petit peu de ça, si on peut conserver sur cette approche globale, voilà, si on peut faire progresser sur l'expérience de... Alors moi, je suis incompétent sur la question que vous posez sur les décrets, mais et on l'avait fait avant la crise sur les urgences, d'avoir l'expérience de ceux qui sont sur le terrain, qui ne sont pas simplement les médecins. Parce que c'est vrai, par exemple, le dispositif là je ne sais plus comment on l'appelle, où on avait tous les mois les urgentistes pour suivre les urgences, là, il n'y avait que des docteurs. Que des docteurs. Et c'était con. Voilà, donc on a mis un collège, il a fallu faire un collège à part, parce que sinon les docteurs se sentaient un peu dévalorisés. Mais avec aussi pour cette expérience-là. Moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire fructifier. Mais toutes ces choses, elles ne sont pas technocratiques, quoi. C'est que de la politique, voilà, au sens le plus noble du terme. Séverine, tu dois avoir les réponses au reste. Non, mais je vais rebondir tout de suite sur ce que tu viens de dire. Effectivement, alors moi, mon intervention, elle était peut-être un petit peu désincarnée et assez déconnectée de la crise, en fait. Elle était de manière générale. Donc, quand je parlais d'hospitalocentrisme, par exemple... Non, mais je le dis très... Je veux vraiment, s'il y a quelconque malentendu, ne comptez pas sur moi pour faire ici de l'ARS bashing, de l'hôpital bashing, de la HS bashing, ni quoi que ce soit. Je trouve que ce qui a été fait en temps de crise, là, a été remarquable, et que toutes ces différentes autorités qui ont joué un rôle d'ensemblier sur les territoires, je pense
comme vient de le dire Aurélien, que c'est maintenant aux politiques de s'en saisir pour tirer la leçon de cette crise et pour continuer dans cette dynamique. Nous, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on revendique. Et pareil sur la prévention, tu l'as dit Aurélien, la prévention, en faire désormais un objet politique, c'est la seule façon pour moi de remettre la prévention vraiment dans au même niveau que le soin dans la chaîne et dans le parcours de santé des personnes. Et j'ai même la conviction assez forte que finalement tous les sujets de santé publique ne devraient pas relever du ministère de la Santé, mais relever d'un niveau interministériel et être placés au niveau du Premier ministre. Après, sur le partage de compétences, les décrets infirmiers, je veux dire, on n'y est pas encore, hein, parce que quand on voit les débats autour du PLFSS sur l'accès direct aux orthoptistes et aux masseurs kinésithérapeutes, et quand on voit qu'un syndicat, moi je pensais naïvement que c'était un sujet générationnel aussi chez les médecins, mais quand on voit un syndicat de jeunes ophtalmos qui écrit explicitement qu'avec l'accès direct aux orthoptistes, on va créer des générations d'aveugles, je pense qu'on n'y est pas, quoi. Et ça, vraiment, pour moi, là aussi, c'est un sujet politique. Il faut à un moment qu'on... Voilà, bon, le gouvernement essaie de le faire, hein, mais il y a des tensions, il y a des pressions de toutes parts. Ouais, pour ajouter une note d'optimisme, quand même, nous, on met en place nos premiers protocoles de coopération au sein de l'hôpital, sous le mode non plus on remonte aux instances, on se dit qu'il faut un modèle national, il faut une expérience et qu'elle soit nécessairement modélisable, adaptable dans tous les hostos avant qu'on puisse finalement autoriser l'hôpital qui a finalement un concentré de circonstances favorables pour la mettre en œuvre. Donc, à l'AP, on vient de voter de valider le premier protocole de coopération dans la prise en charge de l'épilepsie entre médecins et infirmières. Je pense que ce sujet-là, il va faire évoluer énormément et c'est un vrai levier pour faire évoluer le rôle des uns et le rôle des autres. Un protocole de coopération, c'est finalement une équipe, un médecin et à l'intérieur des compétences qui finalement s'organisent pour dire l'infirmière, elle va faire le suivi du patient épileptique, elle va regarder le tracé là où finalement c'était auparavant un médecin, où vous les avez connus en imagerie avec le manip radio qui passe l'échographie ou qui fait la rééducation uro. On a des tas de sujets sur lesquels finalement on peut, à partir de la compétence et de la compétence en équipe, parce que ça, pour moi, une des difficultés, c'est de regarder chaque chose en tuyau d'orgue via le décret de compétence. C'est vraiment comment, au sein d'une équipe, on partage la compétence et on s'auto-assure pour finalement mieux mettre en valeur la compétence paramètre. Et je crois, moi, d'autant plus à ça, c'est qu'on était, avant les protocoles de coopération, dans un débat dont on a le secret sur les infirmières de pratique avancée, où on avait les exemples canadiens, etc. Machin. Protocole de coopération, moi je pense, parce que vous avez dit un mot qu'on n'a pas formulé, je crois, mais qui est essentiel, c'est que pour beaucoup, le protocole de coopération, par certains aspects, il va encadrer et valoriser quelque chose qui, de facto, avait déjà lieu. Parce qu'en fait, l'infirmière, elle faisait déjà une partie des trucs, mais elle était dans l'insécurité juridique de le faire, et deuxièmement, avec aucune valorisation financière. Donc le protocole de coopération, il consiste à prévoir la manière dont la tâche est assumée par un autre professionnel de santé que le médecin, et aussi à valoriser ça. Pourquoi je dis que c'est du management ? Parce qu'on pourrait très bien illustrer ça, et pendant des années, on a illustré ça c'est le fameux glissement de tâches. Donc en fait, c'est les infirmières qui font le boulot des médecins. Mais en fait, c'est aussi une manière de revaloriser de manière assez à la fois sonnante et trébuchante, pour prendre l'expression de Stéphanie, mais aussi sur le fond, l'exercice professionnel quotidien. Parce que quand vous êtes infirmier ou infirmière, c'est quoi vos possibilités d'évolution ? Devenir cadre de santé, il y en a plein que ça n'intéresse pas. C'est, si vous voulez gagner un peu plus de fric, aller en libéral. C'est peut-être devenir infirmier de bloc ou infirmier anesthésiste. Et donc, l'idée, c'est de reconnaître quelque chose. Et ça veut dire aussi, je pense que tout ça ne pivotera,
que si la compétence managériale, elle se substitue en partie à cette culture hiérarchique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ont fait plus d'études, qui ont des compétences, etc. Mais en fait, à l'hôpital, vous avez quand même l'idée que le management, c'est un peu une compétence molle. Et en fait, il y a toujours ce fantasme de l'ubiquité. Le professeur, il est chef de service, il est chercheur, il est universitaire et il est clinicien. Et en plus de tout ça, il est manager. En fait, je vais vous dire, ces gens-là n'existent pas. Il y a forcément un truc qu'on ne fait pas bien. Et donc, moi, je pense que il y a des génies, mais ils sont plus rares qu'on ne le croit. Et donc, ça veut dire que dans le lot, il faut décider. Et on n'est pas forcément simultanément bon sur tout. Voilà. Et la compétence managériale, c'est une compétence dure. C'est une compétence dure qu'il faut valoriser comme telle, me semble-t-il. Il marche ouais, Juste, Joël, si vous permettez, on a 5 minutes de rab, mais pas plus. Il y a 4 questions que j'ai identifiées, donc voilà, on va tous faire l'effort d'aller vite pour avoir le temps d'écouter. Je vais remercier très très vite, même si je devrais remercier plus longtemps, parce que franchement, c'est tout à fait passionnant. Mais là, j'ai une question vraiment à l'historien, Monsieur Rousseau. Parce que dans tout ce qui a été dit, il y a un truc qui m'a un peu fait tiquer, mais je voudrais savoir si c'est moi qui ai le mauvais esprit ou si c'est une façon de raconter l'histoire. Vous avez dit tout à l'heure, au tout début dans l'histoire, justement, que l'ONDAM, c'était les députés qu'il avait. Ma connaissance du Parlement et des rapports en France, en général, dans ces cas-là, c'est une proposition de l'administration, que la création de ce système pour contrôler effectivement les dépenses. Est-ce que vraiment c'est une invention des députés que de se dire je vais fixer un taux et ils n'ont plus qu'à se débrouiller dedans ? Il y a deux éléments différents. Le premier, c'est que l'ONDAM, il est créé par les ordonnances. Voilà, donc ça, bon, la place du Parlement elle est reconnue. Mais par ailleurs, l'ONDAM, il est voté chaque année en PLFSS. Et il est voté pour de vrai. Je veux dire, moi, ce qui est frappant quand même, c'est qu'on était emmerdé jusqu'à l'infini pour 1 million d'euros au budget général. Et tout le monde se foutait, je caricature pour le plaisir, du PLFSS. Il s'est passé un truc l'an dernier, personne n'en a parlé. Le PLFSS n'a pas été déféré par l'opposition au Conseil constitutionnel. C'est la première fois depuis que le PLFSS existe. Avec cette idée quand même, c'est quand même une masse de centaines de milliards de dépenses socialisées, qu'elles soient publiques directement ou pas. Et donc, moi, je pense que la réappropriation de ces sujets-là, et j'avoue, pourquoi je le disais de manière comme ça, c'est que quand tout d'un coup, certains disent « Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a tenu la dépense de santé. » Oui, on a appliqué ce qui était... voilà. Alors après, il n'y a aucun, pour le coup... Dans les souvenirs, évidemment, il y a une proposition DSS, direction du budget, de progression, et il y a des arbitrages interministériels, mais à la fin, ceux qui arbitrent, c'est du niveau, évidemment, du Premier ministre et du Président de la République, et après, dans un rapport de force avec le Parlement. Ce qui est sûr, c'est que le rapport de force sur le PLFSS a toujours été beaucoup moins défavorable au gouvernement qu'il n'a pu l'être sur le budget général de l'État. Bonjour. Daniel Herrera, maître de conférence en économie ici à Dauphine. Alors, ma question est très courte. Vous avez beaucoup parlé de coopération. En fait, je me demandais quel est le rôle donc de la concurrence dans le système hospitalier. La concurrence, elle est très forte. Hein. Enfin, elle est très forte. Enfin, Stéphanie répondrait mieux que moi, vraiment. On suit les parts de marché relatives des uns et des autres. Sur chaque année, on sait qu'il y a des endroits sur lesquels on recule et sur lesquels le privé ou le public gagne des parts de marché. Il y a des hôpitaux, je pense à un hôpital en particulier qui n'est pas la paix,
où on sait que je prends cet hôpital, c'était un modèle intéressant. Il faisait beaucoup de post-urgence directe et puis beaucoup de recours. Et entre les deux, les choses, une appendicite ou un truc comme ça, il le faisait moins. Donc il y a aussi là-dessus, après, des travaux au sein des hôpitaux pour savoir, écoutez les amis, vous êtes charmants, mais on va essayer de se projeter pour être attractif pour les patients sur tel et tel truc. Pourquoi aujourd'hui Ramsay, si je prends le groupe Ramsay, installe, ils vont le faire, des centres de santé en Seine-Saint-Denis et dans le 95. Des centres de santé où ils vont salarier des médecins généralistes. Ils le font pour capter un flux. Voilà, donc cette question, elle est totalement centrale. Parce que par ailleurs, à la fin de l'année, il faut qu'on regarde, il faut qu'on compense les déficits, il faut qu'on maintienne la capacité d'autofinancement, etc., etc. Donc, elle est très présente, mais elle est indicible. C'est parce que vous avez dit, je suis maître de conférence en économie, que vous avez eu le droit de le dire. Nous, on n'aurait pas le droit. Et la crise, sans doute qu'elle va avoir un impact. Et c'est pour ça qu'il y a eu, à des moments de l'attentisme, par exemple dans la déprogrammation. Parce que sans doute, oui, la vitesse de déprogrammation ou la vitesse de reprise sont des moyens de capter des parts de marché sur certains trucs. C'est pour ça que tout le monde s'attendait et qu'il a fallu à des moments un peu d'acte d'autorité pour dire maintenant les amis, on va tous déprogrammer parce que sinon on va tous crever. Donc voilà, mais je pense qu'au quotidien, c'est un sujet et il ne faut pas avoir peur de l'aborder. Oui, parfaitement, parce que l'ONDAM est une enveloppe fermée, et donc forcément, dans une enveloppe fermée, la concurrence au-delà du sujet de marché, c'est une répartition de l'enveloppe. Et quand on parle de coopération, effectivement, on a pu, à un moment donné, être dans la coopération, parce que ce sujet de la concurrence, il est tombé, et que finalement, on avait un objectif commun qui était la prise en charge. Après, je suis pas. J'ai deux réflexions, une bisounours et une moins. Aujourd'hui, voilà, ce qui pose et qui questionne l'hôpital public dans le sujet de la concurrence, c'est que la concurrence avec pas les mêmes règles du jeu, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, et la crise acutise ça. C'est-à-dire qu'elle acutise ce sujet-là, puisque aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où finalement, on est passé, on va y revenir malheureusement, probablement dans les semaines qui viennent, mais on est passé à un Covid dont la prise en charge est toujours présente, mais plutôt en bruit de fond, ou en tout cas, voilà, et sur lesquels l'hôpital public est très mobilisé. Et donc, avec des effets d'éviction réels, puisque... voilà, quand vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Dans une contrainte RH qui est, on l'a dit, majeure. Aujourd'hui, on a un manque de professionnels. Donc, le sujet de la concurrence sur les patients, aujourd'hui, c'est devenu la concurrence sur les professionnels de santé. Donc, ces leviers-là, ils sont vraiment... c'est important, votre question, parce que autant on a été hyper optimiste sur... Finalement, on a trouvé des leviers, on a trouvé une manière de progresser, finalement, de s'aligner ensemble. C'est pas sûr que ces ferments-là de concurrence, si on les régule pas, si on les organise pas, ils tiennent pas eux-mêmes le sujet de l'implosion du système. Oui, j'allais vraiment dire la même chose que ce que vient de dire Stéphanie. La concurrence aujourd'hui, elle se fait au niveau des ressources humaines, avec un hôpital public qui a des professionnels de santé qui sont sous statut de fonction publique hospitalière, mais avec une possibilité d'exercer une partie de leur activité en libéral. C'est très contraint, mais il y a une possibilité. Du privé lucratif, où là c'est complètement libéral, et du privé non lucratif, avec du salariat, et qui est dans la possibilité, la capacité aujourd'hui de pratiquer une partie de son activité en libéral. Donc en fait, personne n'a les mêmes règles, et attention à ce que la concurrence, ce qui peut être saine et qui peut être source d'émulation, attention à ce que la concurrence ne soit pas déloyale en fait à un moment ou à un autre. Pierre. Oui, merci beaucoup. Je vais être très rapide. Alors, je travaille chez Elsan, qui est un opérateur de santé hospitalier privé. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Moi, j'avais juste en rebond effectivement sur la compétition. Je pense que l'ensemble des secteurs attendent des règles de concurrence et de compétition qui soient stables, claires et transparentes, indépendamment des sujets économiques et d'enveloppe, mais le secteur a vraiment besoin d'un cadre stable et clair de régulation pour que les règles soient partagées par tous. Moi, j'avais juste deux questions. La première, c'est sur la gouvernance. Alors, c'est le thème
du petit déjeuner, mais est-ce que vous n'avez pas la perception, étant dans le secteur depuis plus longtemps que moi en tout cas, que c'est une passion française pour évoquer ces sujets de gouvernance dans la santé? Je prends juste un exemple. On a regardé chez Elsan les sujets du rapport Clarisse, la manière dont côté hôpital public, il y avait une espèce de passion pour la renomination des chefs de pôle versus chefs de service, etc. Le partage du pouvoir à l'hôpital, c'est quelque chose qui est à 1000 années-lumière de l'organisation d'un groupe dans la relation avec ses médecins. En tout cas, on ne se pose pas autant chez nous. On fait presque 3 milliards de chiffre d'affaires, on a 30 000 salariés. On ne se pose pas autant des sujets de pouvoir et de répartition des tâches entre professionnels. Ça, c'est ma première question. Est-ce que ça ne disperse pas le secteur de ce qui est la réalité aujourd'hui de son rôle, c'est-à-dire recruter, soigner et investir? Et mon deuxième point, c'est sur la réalité économique du secteur. Alors, je suis un tout petit peu surpris, M. Rousseau, sur le satisfecit avant crise sur la maîtrise de l'Ondam. Objectivement, enfin, tout le monde le sait, il y avait 60% des hôpitaux en déficit, quand bien même on tenait les comptes de l'assurance maladie. On était en situation de sous-investissement, de sous-rémunération des soignants et de déséquilibre auprès de 2/3 des budgets des hôpitaux avant la crise. Et donc ma question, c'est comment vous voyez à 10 ans l'évolution de ce secteur, enfin cette industrie de la santé qui évolue peut-être sans rationnel économique, c'est-à-dire qu'on a remis 19 milliards de reprise de dette et d'investissement hospitalier. Enfin, je pourrais donner des exemples. À Joigny, on met 30 millions pour reconstruire un hôpital à Joigny à 30 minutes d'Auxerre, mais est-ce qu'on aura demain les médecins pour faire tourner un hôpital sans médecins, etc. Et à 10 ans, quelle est la soutenabilité du secteur dans ces conditions-là? Voilà, nous, une question qu'on se pose dans un cadre d'évolution d'enveloppe de l'Ondam probablement serré. On n'aura probablement pas autant d'argent que ces années récentes. Comment, à 30 ans, vous voyez la soutenabilité du secteur? Voilà. Ah d'accord. Alors sur le premier sujet, c'est un peu mon propos quand je dis que c'est très intrusif, parce que finalement, quand on l'écrit, quand on pense que c'est important de devoir le rigidifier, en fait, on le structure, et on le structure y compris dans le collectif. Je ne sais pas s'il y a une telle demande voilà, de description au pouillème près de la signature. Voilà, le sujet de l'animation, c'est ce que disait Aurélien, c'est un acte de management. Donc si derrière on a un sujet de management dur et pas de compétences molles, finalement on fait sauter tout ça, et moi je pense qu'on entretient le système en le légiférant. Et sur le deuxième sujet, moi je botterais un peu en touche. Je préférerais je pense qu'il y a une vraie question sur c'est quoi l'hôpital dans 30 ans. Et l'hôpital dans 30 ans, c'est un plateau technique de l'IA, de l'hôpital de jour, de la prise en charge ou de l'aller vers des populations. Et finalement, c'est comment, avec cette vision-là qu'on voit s'imposer, on fait évoluer le système avec une vision qui va de la prévention à l'AREA. Non, pardon, je revenais un instant sur ça, et ça m'est revenu. Mais vous dites à Joigny, on construit, etc. Mais le monde réel, c'est vrai que c'est ça. C'est l'économie. Le monde réel, c'est aussi l'absence d'appropriation démocratique des enjeux de la santé en France aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes DG DRS. Je ne parle pas en Ile-de-France parce que la situation est un peu différente, parce qu'il y a tellement de demandes et d'offres. Mais en Bourgogne-Franche-Comté, le DG DRS, il se déplace sous les crachats. Mais il ne ferme pas des hôpitaux ou des services parce qu'ils perdent du fric. Il les ferme parce qu'il n'y a pas de médecins. Et ce truc aujourd'hui est là aussi un peu, c'est dans l'indicible. Voilà. Et cette idée, je reprends ce truc, hein, le grand débat national, il y a juste avant la crise, hein, le gouvernement ne veut pas mettre la santé dedans. Il finit, le premier sujet qui revient, c'est la santé. C'est l'idée que c'est le dernier symbole de l'abandon de l'État et de son impuissance. Donc il y a à la fois du rationnel, économique, etc. Moi, je l'ai fait 50 fois d'expliquer qu'à 30 minutes, il n'y avait aucun risque plus grand, etc. En fait, vous avez les Françaises et les Français qui, au fond, font un arbitrage qui est sans doute irrationnel, mais qui est un arbitrage dans lequel la sécurité et la qualité des soins n'est pas forcément de la même valeur. Enfin, ils ne savent même pas qu'ils font cet arbitrage. Mais que la santé et la qualité des soins
n'a pas la même une valeur peut-être sous-pondérée par rapport à l'idée de proximité et de présence permanente. Et ce truc, tant qu'on n'arrivera pas, là aussi, à remettre du contrat démocratique autour de ces sujets, on basculera. Dernier point, la reprise de la dette. Moi, je trouve que c'est une excellente mesure. C'est une mesure très puissante. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a des hostos qui s'en sortent et qui se démènent et qui sont très forts. Attends, je prends le centre hospitalier du sud francilien. Il fait son job dans le territoire, mais il avait un niveau de dette qui fait que de toute façon, même en se dépassant, démenant, il ne pouvait pas s'en sortir. Il n'arrivait même pas à se financer un truc de post-urgence à 1 million d'euros. La reprise de la dette va lui permettre, en fait, c'est quoi? C'est une intervention sur le haut de bilan. Et de dire, en fait, on a fait porter à des établissements qui n'avaient pas la surface du haut de bilan suffisante des investissements colossaux. Donc l'idée, c'est au moins d'avoir des preuves que le système peut être vertueux. Et on leur a laissé gérer la dette, même absolument. Voilà. Enfin, en l'occurrence du CHSF, on lui a quand même sorti bref. Bon, alors oui, je crois il va falloir qu'on conclue. Et donc, très rapidement, je voudrais vraiment remercier l'ensemble des intervenants ce matin. Je me dis qu'on avait bien choisi l'image pour représenter la gouvernance du système de santé, une complexité, etc., qui ne peut se comprendre en fait que si... alors justement, c'est pas le jardin à la française, qui peut se comprendre que si en fait on admet qu'on a dans un système qui est plus du biologique que de la mécanique, et que pour mieux faire fonctionner un système biologique, on a insisté là-dessus pendant le débat, le rôle du partage de l'information, enfin au-delà de la donnée, c'est l'information, etc. Et effectivement, ce qui manque aussi pour que les politiques se saisissent, enfin que les politiques et les citoyens se saisissent convenablement de ces enjeux, c'est effectivement de l'information objectivée, etc. Et on a fait une petite recherche, par exemple, sur la régulation des complémentaires santé, en se rendant compte quand même qu'il n'y avait pas les données, tout simplement. Enfin, l'État régule un secteur sur lesquels il n'a pas les données pour comprendre le fonctionnement en fait du dispositif. Il en a un certain nombre, hein, mais il n'a pas tout à fait les bonnes. Enfin bref, donc je vais pas. Alors on reparlera de ces sujets-là très prochainement, puisque le 27 janvier justement, on organisera une conférence sur les complémentaires santé. Il y a un rapport du HCAM qui doit sortir bientôt, enfin un avis du HCAM. Il y a un certain nombre de rapports qui sont sortis récemment. Et puis évidemment, il y a des observateurs du système, que ce soit du côté des parties prenantes ou du côté des experts qui travaillent sur l'économie de la santé. Et donc on va y réunir... on prendra un peu plus de temps cette fois-ci. On prendra une matinée entière pour discuter en fait de ces questions-là. Ça sera le 27 janvier. Le prochain rendez-vous de la chaire, il aura lieu jeudi prochain. On parlera de complètement autre chose. On parlera en fait de la concurrence sur les marchés publicitaires numériques. Mais là aussi, les données sont au cœur du dispositif. Et puis, on aura aussi le 13 janvier un sujet assez important autour... de la qualification en fait des investissements verts ou pas verts en fait dans le cadre du plan de relance européen, avec des enjeux très importants pour les énergéticiens, pour le secteur du transport, etc., pour assurer la transition énergétique. Voilà, donc merci encore à vous trois, merci à Karim pour avoir animé ce débat, et merci à ceux qui ont assuré son organisation logistique, et rendez-vous prochainement sur d'autres sujets, mais aussi sur ces sujets de santé.